Alors il y a eu tout plein de légendes qui ont été confortées par le fait que c'était une base militaire hautement stratégique, donc quand même très classifiée. Le dôme il fait très zone 51. J'ai vu cette masse lumineuse, rose, là, de couleur rose. Donc à partir de cette porte, on passe en milieu souterrain. On est dans un ancien bunker nucléaire qui a été probablement le système industriel le plus fiable que l'humanité soit capable de produire, justement pour surtout ne pas s'en servir. On rentre à 500 mètres sous terre. C'était vraiment un des endroits les plus sécurisés de France. Leur mission, être prêt à exécuter instantanément l'ordre du président de la République. C'est vraiment un drôle d'endroit. Ça n'a pas été fait pour faire de la science, mais finalement ça remplit plein de fonctions. Il s'agit d'un télescope. Un télescope sous terre. Un télescope sous terre. Salut, pour ce nouvel épisode des Explorations de Flo, je vous emmène dans un endroit qu'on surnomme régulièrement la zone 51 française. Dans les années 70, le site a la réputation d'être un hotspot pour l'observation des ovnis, des objets volants non identifiés. Plusieurs personnes disent voir régulièrement des lumières étranges sur le plateau à la nuit tombée. Soudain, j'ai vu une lueur apparaître dans le ciel et ça a éclairé toute la montagne. J'ai trouvé ça louche, quoi. Mais autre chose intrigue les habitants. Ici, entre les champs de lavande et les anciennes mines d'ocre du Colorado provençal, se trouve une zone totalement clôturée et longtemps classée secret défense. Pour Brut, j'ai eu l'autorisation d'y entrer, de m'enfoncer dans les galeries creusées sous les collines, mais avant, pour ne rien louper nos prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne de Brut. Alors là, on vient d'arriver sur le plateau d'Albion. Jusqu'en 1996, c'était totalement impossible. L'accès était formellement interdit au public et pour cause, c'était la base de lancement des missiles nucléaires français. Comme peu d'informations filtrées sur ce qui se passait à l'intérieur, cela a alimenté les rumeurs d'expériences étranges et même de travaux sur des extraterrestres. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler d'OVNI, mais vraiment de cette base devenue depuis un laboratoire scientifique unique en Europe. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bien, et vous? Ouais, ça va, ça va. Alors ici nous sommes au laboratoire souterrain Bas Bruit, qui est une unité mixte entre le CNRS et l'Université d'Avignon, une unité d'appui et de recherche. Cet endroit a actuellement pour vocation d'accueillir des expériences et des scientifiques du monde entier qui ont besoin des caractéristiques exceptionnelles de ce lieu. La logique de construction de ce bâtiment a été de répondre à la doctrine nucléaire française qui consiste à pouvoir frapper un ennemi avec l'arme atomique, même dans des conditions très dégradées, c'est-à-dire même si cet endroit a pris une bombe sur la figure. Donc c'est historiquement un énorme bunker. Cette base comprend 18 silos de lancement pourvus en permanence de son ogive atomique. La très grande majorité du site est enterrée, c'est sous la montagne, c'est le laboratoire souterrain. Il se trouve qu'on a hérité de l'époque militaire le système d'antenne qui est sur le sommet de la montagne, qui permet d'avoir de la communication. Là où on est à 1000 mètres d'altitude, c'est assez austère comme endroit. Il y a ce qu'on appelle le radome, qui est en forme d'ogive en fait. C'est là qu'il y avait le système d'antenne qui permettait de capter l'ordre présidentiel qui était émis probablement depuis le Ventoux en fait. Le dôme il fait très zone 51. Le dôme il fait un peu zone 51, c'est vrai qu'il est très particulier. Ça c'est simplement le mur d'enceinte. Donc c'est un mur qui fait 2 mètres d'épaisseur. Je fais pas difficilement la taille du mur avec mes bras. Et alors quand on a percé cette ouverture, comme on n'avait pas complètement les plans, on pensait que c'était des banches de béton armé avec du tout venant rempli dedans. En fait non, c'est du béton armé sur 2 mètres d'épaisseur. Donc on se retrouve avec une galerie qui était absolument surdimensionnée, puisqu'elle devait résister à quelque chose de absolument épouvantable. Ça, c'est le premier aspect de la particularité de cet endroit. Le deuxième aspect, c'est que comme potentiellement c'était le premier endroit à être ciblé par une attaque atomique, il n'y a eu aucun investissement majeur d'infrastructure autour. On est dans un endroit qui est déjà très isolé, qui est géographiquement assez compliqué d'accès. On n'a pas de gare, on n'a pas d'aérodrome, on n'a pas de grosses activités industrielles. Et ça limite énormément ce qu'on appelle le bruit anthropique, c'est-à-dire lié à la présence de l'homme. Pas de vibration, pas de camions qui passent. Et ces deux composantes procurent à cet endroit un très haut niveau de protection contre toutes les perturbations qui pourraient arriver. D'où le nom du laboratoire,
quand en 1996, le président de la République décide d'arrêter ce système nucléaire, le CNRS récupère le local et décide d'installer des expériences qui ont besoin d'être le plus isolées possible de toutes ces perturbations. Et le nom du laboratoire vient de là, c'est bas bruit. Alors bas bruit, ça ne veut pas dire que les scientifiques chuchotent ici, c'est une désignation pour dire qu'on élimine au maximum les bruits parasites, les vibrations, les ondes électromagnétiques, le rayonnement cosmique. Et c'est grâce à ces conditions spécifiques que les scientifiques peuvent étudier ici les phénomènes qu'on ne verrait pas ailleurs. Du coup, on se balade en voiture ici. On se balade en chariot électrique. Parce que c'est grand? Parce que c'est grand, hein. Ça fait pas loin de... La totalité de la galerie fait pas loin de 3 km. Et là où on va, c'est à un bon kilomètre et demi d'ici. Ok. Et on se déplace avec des chariots verts. Qui sont de l'époque? Qui sont d'époque. Donc technologie chariot électrique des années 70. Maintenue. Et ça fonctionne bien. Donc à partir de cette porte, on passe en milieu souterrain. Et nous, on va s'arrêter à 1,7 km à peu près au milieu. Et là, l'idée, c'est qu'en fait, le poste de tir, il est tout au bout pour être... Non, il n'est pas tout au bout, il est en plein milieu. Pour être le plus profond sous la colline. Okay. En fait, en quoi les caractéristiques aujourd'hui, elles vous servent pour les expériences scientifiques? On a donc du blindage électromagnétique, du durcissement mécanique et une grande stabilité thermique. Quand on veut faire de la mesure vraiment fine, la première chose dont on s'assure, c'est d'avoir une température constante. Okay. Donc venir ici, c'est pas mal. Ça se fait naturellement. Il fait toujours la même température. Le deuxième, c'est que comme on est vraiment souterrain, dégagé des perturbations extérieures, on va pouvoir faire de la sismologie. Donc le laboratoire est truffé de sismomètres. On les détecte jusqu'à combien de kilomètres les séismes? Parce qu'en France, il y en a très peu au final. Alors ici, on détecte tous les séismes du monde entier qui sont d'une magnitude supérieure à 4,5 sur l'échelle de Richter. Ok, donc au-delà de 4,5, on peut détecter On détecte à peu près... Au Japon, en Polynésie. Oui. Ok. Cet été, il y a eu 2 tremblements de terre en Russie, dans la presqu'île sibérienne, là, tout à l'est de la Russie. En fait, on les a vus, hein, et bien. Ok. Alors on arrive à ce qu'on appelle la capsule, c'est-à-dire l'ancien poste de conduite de tir, là où les officiers opéraient, les officiers de tir opéraient. On est devant la porte qu'on appelle la porte 20 bars, parce qu'elle est censée supporter une pression de 20 bars en cas d'attaque nucléaire. 20 bars, c'est 20 fois la pression atmosphérique, donc c'est assez colossal hein, comme pression. D'ailleurs, je vais vous laisser la faire pivoter pour que vous preniez... Ok. Alors, il faut faire attention quand on s'arrête parce qu'elle a beaucoup d'inertie. Voilà. Je crois qu'elle fait dans les 2 tonnes cette porte. Donc voilà, avec vos mains, vous avez déplacé une belle voiture. Si vous voulez voir ça c'est juste les peines comme votre serrure, sauf que ceux-là, ils sont, vous voyez, un petit peu plus gros. C'est les peines de la serrure. Cette porte, c'est vraiment la protection presque ultime, parce qu'il y a encore une porte derrière. Mais cette porte servait à protéger les installations les plus opérationnelles, puisque là, on est vraiment pas très loin de la capsule, là où il y avait les officiers de tir. Donc cette porte qui n'était commandée que de l'intérieur, c'est-à-dire que les gens sonnaient à l'entrée et on venait leur ouvrir. Et cette porte était faite pour résister au souffle de l'explosion nucléaire qui serait rentrée dans les galeries. Si tu mets ça à la maison, t'es couvert par l'assurance. Là, passé cette porte, il y avait combien de personnes à l'époque? 2 personnes. Juste 2 personnes avaient été à l'intérieur. Voilà, 2 personnes H24 et qui attendaient l'ordre de tir s'il devait arriver. Là, c'était vraiment un des endroits les plus sécurisés de France. C'était l'endroit où on ne venait pas, bien que l'état-major le faisait visiter à nos amis ou nos compagnons d'armes américains ou russes pour montrer la technologie, pour montrer ce que la France savait faire et quel était son niveau, pour entre guillemets montrer nos muscles également. On peut cacher des choses, mais également montrer ce que l'on sait faire quand on est fort. Et ça, c'était une façon de montrer ce dont on était capable. Une bombe d'une puissance de 100 fois celle d'Hiroshima
pourrait exploser sur le plateau sans compromettre en rien le fonctionnement des installations. Vous avez travaillé combien de temps du coup, vous ici? Moi j'ai travaillé pendant 13 ans jusqu'à la fermeture. Donc quand c'était un site opérationnel, jusqu'en 1996, quand le président Chirac a décidé de stopper le système. Alors sur le site, il y avait en permanence 10 personnes. 6 personnes à l'entrée des commandos de l'air qui assuraient la sécurité de l'ouvrage. Les 2 officiers tir dans la capsule et il y avait 2 techniciens qui intervenaient sur tous les problèmes techniques qu'il pouvait y avoir sur le site en première intervention, en intervention d'urgence pour pouvoir maintenir une condition opérationnelle. J'étais un de ces deux personnages. Lorsque le site a été démilitarisé, l'armée a dit on vous laisse du personnel, donc on m'a proposé de rester. Considéré comme le saint des saints de notre force terrestre de dissuasion nucléaire pendant 25 ans, il pourrait être offert aux chercheurs. Là, on va arriver devant une porte un petit peu particulière. On va l'ouvrir d'une façon un peu particulière, puisque comme on a dit, il y avait toujours des officiers à l'intérieur, donc cette porte ne s'ouvre pas de l'extérieur. Donc aujourd'hui, on n'a plus personne dedans. Donc on laisse cette trappe ouverte et on l'ouvre avec un volant qu'on va trouver à l'intérieur. Alors faut se dire que cette capsule a fait une vingtaine de mètres de longueur sur 8 mètres de large. Elle a été vraiment designée pour être totalement isolée du monde extérieur. Il y a des murs en béton armé. On voit qu'elle est posée en fait sur des ressorts. En fait, elle est totalement suspendue, ce qui permet en fait, s'il y a une explosion, de pouvoir avoir une résistance maximale. Là, on est vraiment dans le poste de tir. Dans le poste de tir. Cette partie où il y avait les officiers de tir, ils avaient leur pupitre, les écrans de surveillance, une petite cuisine pour se faire à manger. On peut... Oui. Le point marrant, c'est qu'en fait, on est dans quelque chose qui peut ressembler à un wagon de train, et on a une fenêtre qui donne sur rien. Et cette fenêtre, elle a été faite parce que, à l'époque, les écrans, c'était des écrans cathodiques qui chauffaient énormément, et donc il fallait évacuer la chaleur. Alors là, on est à 518 mètres sous terre, à 1,5 km de l'entrée. Et dans cette pièce, il y avait 2 officiers, 24 heures sur 24, qui se relayaient pour être en mesure de tourner les 2 clés permettant d'activer l'arme nucléaire sur les 18 silos qui étaient situés à quelques kilomètres d'ici. Donc chaque officier était positionné sur cette ligne-là. Ils étaient à, je sais pas, 2,50 m ou 3 mètres l'un de l'autre. Chacun avait une clé, et les 2 clés devaient être simultanément tournées par chacun des 2 officiers. Et ils étaient distants de cette distance parce qu'en aucun cas, un seul être humain pouvait tourner les 2 à la fois. Donc ils avaient chacun leur pupitre et ici une table avec des téléscripteurs et autres. Et ce que l'on voit là, que l'on a entièrement bouché, est l'ancien emplacement du rail. Leur siège était sur des rails et donc ils pouvaient naviguer comme ça depuis leur pupitre jusqu'au baie de transmission et jusqu'au téléscripteur au milieu. Leur mission, surveiller les installations et être prêt à exécuter instantanément l'ordre du président de la République. Ces armoires-là, elles sont d'époque aussi, j'imagine? Oui. On est vraiment dans une autre époque. Ce système permettait de faire fonctionner le groupe, même s'il était en train de brûler, même s'il n'avait plus d'eau, même s'il n'avait plus d'huile. Le but étant de le faire fonctionner jusqu'au bout. C'était vraiment la pièce de haute sécurité où il fallait qu'elle soit protégée à tout prix et qu'elle fonctionne peu importe ce qui se passe avec ça. Voilà. Ça n'a rien à voir avec l'époque, c'est vos expériences. Ça, c'est les premières expériences qui sont venues ici. Donc il faut bien comprendre que dans l'environnement où on est, on peut faire des mesures justement à très bas bruit métrologique. Qu'est-ce qu'on a eu comme expérience marquante ici? On a eu des collègues qui sont venus tester des capteurs pour faire de l'électroencéphalographie. Le problème, c'est que dans un environnement hospitalier classique, tous les appareils électriques qui tournent, ils génèrent des champs électromagnétiques en gros entre 0 et 100 Hz. Et en fait, c'est des mesures qu'on n'arrive pas à faire sur le cerveau de mammifères ou sur le cerveau humain, parce que ce qu'on veut venir détecter, c'est des ondes cérébrales qui sont très très faibles en amplitude, et dans cette gamme de fréquences, tout est pollué. Et en fait, en étant ici, on est isolé absolument de tout, donc on y a fait des mesures extrêmement fines. Et cette salle, elle est suspendue dans le vide? C'est ce qu'on va voir. Je vais passer en premier. Donc vous voyez que c'est arrimé au plafond avec un système de cardan, et il est accroché au bas de ce wagon par un énorme ressort
qui vient contrebalancer. Ce système-là, il est fait pour pouvoir bouger dans cette direction et dans cette direction. Il est vraiment suspendu. Pourquoi justement on l'a suspendu? Pour en assurer l'intégrité physique dans toutes conditions. Attaque nucléaire sur le site, il y a tout qui bouge, il y a tout qui vibre. Bah, ça doit rester absolument intègre physiquement. Donc il faut imaginer qu'on est dans une cavité qui a été donc creusée, recouverte de béton armé sur quasiment 2 mètres d'épaisseur. Le béton armé recouvert d'une plaque d'acier de 1 cm d'épaisseur pour finaliser la faradisation, c'est-à-dire blinder l'environnement au champ électromagnétique. Parce que là, c'est un œuf en métal et en béton, en fait. C'est un œuf en métal et en béton, et dans lequel on a suspendu ce dispositif qui fait 70 tonnes. C'est impressionnant. Qu'on va pouvoir faire bouger avec un pied, si vous voulez. Ça peut être marrant à faire. Ah, ça peut être marrant, oui. L'ordre de tir est un acte politique important, donc il n'y a que le président de la République qui peut le faire. Et donc, si l'ordre de tir avait dû être exécuté par les officiers de tir, eux, ils tournaient le bouton pour envoyer une commande aux missiles pour que les missiles partent. Et en fait, cette commande passait par là. Alors aujourd'hui en France, il n'y a plus de base de lancement de missiles nucléaires depuis le sol. L'ensemble de la dissuasion nucléaire est constitué de sous-marins et d'avions. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait un sujet il y a quelques mois là-dessus, je vous mets le lien en commentaire. Mais pour redonner un peu de contexte, à l'époque, c'était plus facile d'avoir des missiles au sol, pas besoin de les miniaturiser, ni de construire des sous-marins nucléaires complexes, et c'était aussi plus facile pour communiquer avec le poste de commande. 18 silos ont donc été placés ici dans cette zone idéale, sol calcaire pour pouvoir creuser facilement les galeries, comme celle dans laquelle on est actuellement, région peu peuplée en cas d'incident, altitude élevée. Alors si la base a été abandonnée, c'est parce qu'aujourd'hui, avec les technologies satellites, c'est très compliqué de dissimuler ce genre de structure. Dans les années 90, on a donc décidé de miser plutôt sur les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, qui sont toujours en mouvement et jugés quasi indétectables. Ça fait quoi de travailler dans un site comme ça? C'est quand même un site où vous étiez une poignée, une dizaine, avec quand même un pouvoir entre l'humain qui était assez spécial. J'étais militaire et c'était ma mission. Donc aujourd'hui, travailler dans qui était ma mission, c'est juste une continuité. Je pense que c'est peut-être différent pour certains chercheurs qui, eux, arrivent vraiment de la recherche et qui se retrouvent affectés ou à travailler dans un ouvrage comme celui-là. Et vous, du coup, ça vous a fait quelque chose quand vous avez commencé à travailler ici? Ce côté un peu historique du site? Ouais, ça fait vibrer, mais c'est pas tant son histoire que moi j'ai pas vraiment connue, que ce côté de ce gigantesque paradoxe en fait. C'est vraiment, je peux pas le dire autrement. C'est la construction d'un monument techniquement qui était à la pointe de la technologie de ce qu'on savait faire à l'époque. On a à peu près mis tout ce qu'on savait faire. Premier site en France à avoir de la fibre optique. Dans un monument de béton, un truc très très fiable qui est surtout fait pour pas qu'on s'en serve et dans lequel on met une énergie folle pour que ça fonctionne, avec l'idée qu'il surtout faut pas que ça fonctionne. S'il n'y avait pas eu cette espèce de folie humaine, ce site n'existerait pas et on n'aurait pas un site scientifique aussi unique. Est-ce qu'on mettrait jamais le même budget dans un site scientifique aujourd'hui? Personne ne fabriquera ça scientifiquement. Enfin, il y a peut-être quelques pays qui ont les moyens et qui ont la volonté de le faire, mais non. Et donc on est toujours dans cette histoire de paradoxe qui amène à quelque chose. Ça n'a pas été fait pour faire de la science, mais finalement ça remplit plein de fonctions qu'on trouve très difficilement ailleurs. Si vous deviez expliquer à un enfant, qu'est-ce que ce site vous permet d'étudier? Il permet d'étudier une partie de l'environnement terrestre, les interactions entre l'atmosphère, le sous-sol, la surface. Ça, c'est une partie d'observation, d'étude de la Terre en elle-même. Il permet aussi de monter des expériences qui ne peuvent pas être menées ailleurs. Un exemple qu'on va avoir, c'est maintenant.
faites attention. Donc il s'agit d'une expérience de prototype de télescope. Un télescope sous terre. Un télescope sous terre, donc de télescope à ondes gravitationnelles. Ok. Alors on peut appeler ça un télescope, parce que l'idée c'est que ça voit loin pour venir mesurer localement la variation du champ de gravité. En fait, il n'est pas uniforme sur la Terre. Quand on est à l'équateur, on est un peu plus écarté du centre de la Terre que quand on est au pôle, donc le champ de gravité n'est pas tout à fait le même. Et localement, il peut varier. Si vous êtes en plein milieu de l'Himalaya, dans une zone où il y a énormément de fer, dans une mine de fer par exemple, vous aurez localement pas le même champ de gravité que si vous êtes en plein milieu de l'océan Pacifique, avec que de l'eau autour de vous. Il fait combien de mètres de long? Alors celui-ci fait 150 mètres. 150 mètres de long. 150 mètres de long. En termes de démonstration, c'est que la mesure soit prise à différents endroits, donc sur une longueur assez grande, pour voir si une modification de la gravité qui se propagerait. À quoi ça sert de connaître ses propriétés justement? Alors il y a une question de physique assez fondamentale qui est de l'ordre de l'astrophysique, c'est comprendre l'univers, la fusion de deux trous noirs par exemple. Il y a tout un arsenal à étages, parce qu'en fait il y a un énorme projet aussi, c'est de faire ce type de mesure de télescope d'ondes gravitationnelles dans l'espace, avec des satellites très éloignés, et parce que dans l'espace on est gêné par rien. Donc il y a toute une émulation là-dessus sur les différentes technologies à mettre en place. Est-ce que c'est vraiment rentable de le faire dans l'espace? Est-ce qu'on ne peut pas faire des choses sur Terre, sous Terre? Donc il y a toutes ces questions. Alors pour simplifier, comme la Terre est bombardée en permanence par des particules, c'est très compliqué de repérer des signaux au milieu de tout ça. Ici, avec la roche et le béton armé, ça facilite la détection. Dans leur laboratoire, les scientifiques peuvent détecter des signaux magnétiques, gravimétriques et sismiques très faibles habituellement et mener des expériences spécifiques comme la détection de matière extraterrestre par exemple. On va rentrer ici dans une salle annexe que j'allume. En fait, ça sent le gasoil, parce que derrière, il y avait une cuve de gasoil qui servait à alimenter le dernier groupe électrogène de secours. Donc, en gros, il faut imaginer qu'il y avait l'alimentation EDF normale. À l'entrée de la galerie, il y avait deux groupes électrogènes. Alors, si l'un tombait en panne, le deuxième prenait le relais. Si les deux tombaient en panne, il y en avait encore un troisième ici. Et si celui-là tombait en panne, tout le système était sur des batteries de 27 volts. Donc même en cas de coupure totale d'électricité, ça pouvait fonctionner. Donc ici, c'était tout simplement le tuyau qui permettait de faire le plein de fuel. Donc c'est simplement, comme dans une voiture, hein, c'est le trou du réservoir d'essence. On est parti? Ça ressemblait à quoi pendant l'époque militaire ici? La même chose, avec un petit peu moins de circulation. Les seules circulations qu'on avait dans les galeries, c'était les techniciens pour intervenir, hormis bien sûr les moments de relève des officiers de tir. Sinon, dans les galeries, c'était complètement différent. Enfin, il ne se passait rien. Et à l'extérieur, bien sûr, les commandos qui assuraient la sécurité avaient des tours de ronde, ce genre de choses. Et qu'est-ce qui change le plus entre la période militaire et la partie scientifique? Enfin, la période scientifique. C'est quelque chose, la règle en France, dans le nucléaire, tout ce qui est écrit est autorisé, tout ce qui ne l'est pas est interdit. Donc on avait des procédures très très strictes et on ne devait pas en déroger. On n'est plus du tout dans un cadre nucléaire et aujourd'hui on a accès, donc quand j'ai une intervention technique, j'ai vraiment les mains libres pour mon intervention technique parce que les impacts derrière sont complètement différents. Qu'est-ce qu'on a à vous montrer? Oui, ici on est à l'endroit le plus profond de la galerie. Donc on a dépassé la capsule et on rentre ici dans la galerie qu'on appelle la galerie de secours, qui était la voie d'évacuation des officiers en cas de démantèlement de la galerie principale. Donc probablement après avoir fait feu, c'est une possibilité pour eux de s'échapper et de sortir de l'autre côté de la montagne. Alors c'est un endroit qu'on aime à faire visiter parce qu'il y a quelques points qui résument bien l'activité du laboratoire et tous les défis quotidiens que ça pose de travailler dans ces conditions. Donc ça c'est une galerie annexe d'accès à une antenne de télécommunication qui était enterrée là-bas. Ah, c'est profond, hein.
Dans cette fosse ont été installés des petits appareils et ils permettent de détecter des ondes sismiques de fréquence assez élevée. Et ces capteurs font une acquisition, en gros, à la louche, 100 000 fois par seconde. Donc il y en a 40, 3 composantes, 100 000 données par seconde. Ça fait un flux de données qui est absolument colossal. Vous voyez que les capteurs, ils sont entourés de petites cibles blanches. Ces petites cibles blanches permettent de géolocaliser très précisément le capteur. Sauf qu'on est sous terre et que le GPS ne passe pas. Et de fait, on a fait venir l'IGN, l'Institut géographique national, qui fait des campagnes de repositionnement. Donc en gros, ils ont mis une antenne GPS à l'entrée du labo, et puis après, ils ont marqué le sol pour venir trianguler toutes les positions dans la galerie. Ça, c'est un repère de positionnement. Un repère de positionnement. Alors c'est là où c'est assez marrant, c'est parce qu'on va utiliser de la très très haute technologie, le GPS. Même si on s'en rend plus compte de nos jours, c'est un moyen absolument, c'est une technologie absolument colossale. Et on va la coupler avec du calcul de triangulation, comme on le faisait à l'époque de la Révolution française, quand on a voulu avoir la définition du mètre. Ce tas de câbles, c'est la quarantaine de capteurs qui est ici. Et ces câbles, ils repartent et ils vont dans les stations d'acquisition, donc la partie qui récupère les données. Alors ici, on est dans ce qu'on appelle la conciergerie. On a gardé l'appellation militaire. En fait, c'est l'endroit où il y avait les gens qui surveillaient la technicité du site, pour faire simple. Donc c'était une pièce de vie. Alors ici, on a le poste de contrôle, qui est actuellement un poste de travail avec notre responsable administratif. Vous avez encore des armoires d'origine. Ah ouais, on voit les vieux Hitachi là. Voilà, et c'est des choses qu'on ne peut pas démonter simplement. C'est les caméras de vidéosurveillance qui sont dessus? Les 2 anciennes caméras, on les a gardées et elles fonctionnent toujours avec le système actuel. Ici, on a ce qu'on appelle la supervision du laboratoire. Ce que vous avez en vert, sont différents capteurs. Donc on a des capteurs environnementaux, mesure du taux de CO2, mesure de la température, mesure de la pression, etc. Est-ce que la question de la radioactivité s'est posée à l'époque où vous l'avez transformé en laboratoire? Alors non, parce qu'il n'y a jamais eu ici de matière fissile. Les missiles étaient vraiment ailleurs. Par contre, on est exposé à ce que vous voyez ici, une radioactivité naturelle qui est issue du radon. Le radon, c'est un gaz qui est naturel, qui est un transuranien, c'est-à-dire c'est la décomposition qui finit par donner ce gaz, qui est un gaz très, très léger, très peu radioactif, mais qui, dans les milieux souterrains, a la capacité de, parfois, venir se stocker. Bon, donc il y en a peu, mais il y en a. Donc c'est quelque chose qu'on surveille aussi. Du coup, les missiles, ils étaient où s'ils n'étaient pas ici? Alors les missiles, ils étaient situés sur le plateau d'Albion, donc qui est au nord de cet endroit. À quelques dizaines de kilomètres? Oui, voilà, c'est à peu près ça. Le premier à vol d'oiseau, il est à quelques kilomètres d'ici. Et après, ils étaient disséminés sur plusieurs kilomètres. En fait, l'idée de la dissémination de ces missiles, c'est qu'à l'époque, une frappe nucléaire sur une zone de lancement ne permettait pas d'anéantir tous les missiles à la fois. Donc il en restait toujours assez pour être tiré. C'est probablement une des raisons qui a amené à la fermeture de ce système, parce qu'un système sol-sol, une fois qu'il est repéré, qu'on sait où il est, ça n'a plus trop d'intérêt. Elle peut transporter sa charge dans plusieurs directions, à plusieurs milliers de kilomètres. Ici, on a une photo d'un missile dans son tube, dans son silo de lancement. Donc ce qu'on voit, en fait, c'est la tête du missile. Donc ça, c'est les missiles qui étaient vraiment... C'était vraiment ceux qui étaient au plateau d'Albion. Il y en avait combien? Il y en avait 18 en tout. C'est à peu près bon an mal an ce qu'il y a sur un sous-marin nucléaire lanceur d'engins actuellement. C'est quoi cet endroit-là? La galerie anti-souffle. Le site ayant été conçu pour résister à une explosion nucléaire, on estimait que le souffle qui serait arrivé d'une explosion nucléaire serait rentré dans cette galerie et une partie résiduelle serait allée vers la capsule. Et cette galerie est borgne, donc ça aurait fait un bouchon pour limiter le souffle qui allait vers la capsule. C'est une galerie
sacrificielle en fait, on peut dire. Hein. Elle avait absolument aucune fonction autre que celle-là. Quand les scientifiques ont récupéré la zone, le premier truc qu'ils se sont dit, c'est chouette, on va virer le ciment parce qu'on a accès à la roche. Alors avoir accès à la roche, ça paraît bien enfantin comme histoire. Sauf qu'ici, on est à 200 mètres de profondeur. Donc on a un accès à la roche, mais à 200 mètres de profondeur. Et si vous regardez par ici, on a un point de résurgence qui est un des plus spectaculaires du labo. C'est-à-dire que quand lui il se met à sortir de l'eau, c'est de l'ordre du litre à la seconde. Donc quand il pleut beaucoup, ici, là, on est dans une piscine. Pour les hydrologues, les géologues et la fusion des deux, la spécialité d'hydrogéologie, cet endroit est un endroit absolument unique. Ils ont accès à des résurgences d'eau à différentes profondeurs, parce qu'au fur et à mesure qu'on se déplace dans la galerie, on est plus ou moins profond. Cet endroit, il a longtemps été formellement interdit au public. Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant qu'il est, on va dire, dédié à la science et qu'il est revenu dans le civil, c'est possible de le visiter ou pas du tout? Alors, oui et non. Réponse un peu alambiquée. Ce bâtiment, il n'est pas censé recevoir du public, il n'est pas conçu pour ça. La raison principale, c'est que comme il est bas bruit, on essaie de préserver au maximum ses caractéristiques, donc de trop circuler dans les galeries. Hop là. D'autre part, l'équipe sur place est quand même une équipe qui est resserrée. La visite est longue, ça demande pas mal de moyens, donc on n'est pas du tout en mesure et on n'a pas non plus vocation à faire visiter ce laboratoire de façon ouverte tout le temps. Pour répondre à la demande assez légitime de l'ensemble de la population du coin, même de plus loin, de venir visiter. On participe aux Journées européennes du patrimoine où on fait visiter sur réservation. On fait aussi une réponse à une manifestation du CNRS qui s'appelle les visites insolites. Le CNRS propose de faire visiter ces sites un peu étonnants. Merci de m'avoir accepté en tout cas. Merci pour votre temps. Voilà, donc on le fait aussi connaître par les médias. Voilà, il faut qu'on arrive à trouver un juste milieu entre on parle de ce qu'on fait avec passion, puis quand même arriver à respecter l'activité scientifique qu'il y a sur place. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. À bientôt pour de nouvelles explorations.